plus d'un tiers du PIB de leur pays était généré grâce à la vente de pagnes. Des pagnes comme Œil de ma rivale, Mon mari est capable, Femme capable. Bonjour à tous, c'est Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la capsule, l'émission du blog Kandi Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas filmé de vidéo pour Kandi, en tout cas pour la chaîne YouTube. La dernière fois remonte à juillet 2025. Mais comme vous pouvez le voir, je suis de retour avec un nouveau décor et du nouveau matériel en plus. Regardez comment mon micro est trop beau. Et en plus, avec un nouveau trépied et tout, donc là, pendant que je filme, j'ai plus un stabilisateur comme avant, j'ai un trépied et en plus, je peux le télécommander à distance. Je suis vraiment trop contente. Donc ça c'est un signe pour dire que normalement, je devrais être plus présente sur cette chaîne puisque j'ai du matériel très adapté pour à présent. Il y a quelque temps, je suis tombée sur cette photo sur le compte Instagram d'Archives Africa. Et ça m'a fait bien sourire parce que la traduction littérale de cette photo, c'est « Si tu n'as pas l'argent, laisse-moi tranquille ». Ça m'a tellement fait sourire que je me suis rappelé que oui, en fait, quand j'étais petite, ma maman et mes grands-mères me parlaient souvent de la signification des pagnes. Et il y a des pagnes avec des noms comme Mariva la chaud, Mon mari est capable, mais il y a aussi des pagnes avec des noms beaucoup plus sérieux comme Congrès. Premier congrès de Côte d'Ivoire, ils ont fait là, c'est ça, on a fait sortir ce pagne là, autant de notre grand-mère. Je ne pense même pas que la Côte d'Ivoire était indépendante quand ce congrès a eu lieu. Tout cela a fortement suscité mon intérêt pour le wax. Comment un pagne d'origine asiatique importé en Afrique par les Européens au 19e siècle a réussi à tant s'africaniser? Quelle est l'histoire du wax? Quel est son impact sociétal et économique, surtout pour les femmes africaines? Y a-t-il une économie du wax? Et si oui, à qui profite-t-elle? Tant de questions qui me taraudaient l'esprit et auxquelles j'ai décidé de répondre dans ce nouvel épisode de la capsule, ce 40e épisode, oui, déjà 40 vidéos sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc je vous propose de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Au 19e siècle, les Anglais et les Néerlandais vivant en Indonésie découvrent un motif précieux, ou dois-je dire une technique précieuse. Cette technique consiste à utiliser de la cire d'abeille pour dessiner des motifs sur un tissu avant de le teindre. Ensuite, le tissu est lavé à de l'eau. Le tissu est lavé à de l'eau chaude, ce qui permet de laisser apparaître les motifs. Les Indonésiens appellent cette technique batik et les Anglais wax, ce qui signifie tout simplement cire en anglais. Pour notre culture, vous et moi, sachant que le wax est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Nos très chers amis européens sont alors impressionnés par ce qu'ils viennent de découvrir. Avouez-le, il y a de quoi. C'est vraiment pas évident d'utiliser de la cire d'abeille en plus pour dessiner des motifs sur un tissu. D'ailleurs, à l'époque, la confection d'un sarong, donc qui est le tissu qu'on obtient suite à la confection batik, peut prendre des mois. Mais c'est là que nos chers amis européens ont une idée. Et s'ils industrialisaient ce processus pour produire des sarongs et les revendre aux populations locales? Et c'est ce qu'ils font. Et à partir de 1850, la société Périvinaire HKM se lance. Elle est basée aux Pays-Bas et ce sont les Hollandais qui se lancent en premier. Néanmoins, c'est un échec. Et à partir de 1872, une taxe d'importation limiterait aussi l'importation des produits non locaux sur le sol indonésien. Et c'est là que l'Afrique rentre en scène. Vous allez le voir de manière plutôt surprenante. En effet, des soldats ghanéens seraient rentrés d'Indonésie avec des pagnes industrialisés hollandais et ça aurait créé un fort engouement au Ghana. C'est donc ainsi que la première cargaison de pagnes wax industriels hollandais arrive
au Ghana en 1893 et c'est la maison Visco qui les produit. Ça vous dit quelque chose? D'ailleurs, la maison Visco existe toujours aujourd'hui et c'est une référence, c'est l'institution quand on parle de wax. Un pagne produit par Visco n'aura jamais le même prix qu'un pagne produit par une autre maison dans un autre pays, quoi. Il est aussi important de noter qu'en dehors des Anglais et des Néerlandais qui se sont lancés dans la production de pagne, il y a aussi eu les Suisses de 1928 à 1974. En fait, là, on peut constater que les Européens avaient vraiment senti la bonne affaire. Ils s'étaient néanmoins trompés de cible dans un premier temps. Puis arrivent les indépendances africaines dans les années 1960. En 1966, Visco installe une usine au Ghana, Ghana Textile and Printing Company, futur GTP, et en 1968, Visco installe Uniwax en Côte d'Ivoire. Donc cela permet aux populations locales d'avoir accès à des tissus à des prix plus raisonnables pour elles et à Visco de se concentrer sur la production de wax de luxe produits aux Pays-Bas. Les Anglais aussi ouvriront des usines de production de wax, notamment au Nigeria et en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, GTP et Uniwax sont gérés par Visco. Sur le continent africain, ce sont les femmes qui vont populariser et commercialiser le wax. Au Togo, par exemple, les premières revendeuses vont faire venir le wax à partir des années 1940-1950 du Ghana et vont commencer à le vendre, puis ils vont proposer leurs modèles aux maisons de négoce installées dans leur pays, notamment CFAO. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Si ça ne vous dit rien, je vous invite à regarder l'épisode 34 de la capsule. Toujours au Togo, ces fameuses commerçantes de pagne sont appelées les Nana Benz. Nana qui veut dire maman en mina et Benz parce que grâce à l'argent qu'elles récoltaient à la suite des ventes des pagnes, elle faisait venir des Mercedes-Benz qu'elle s'offrait. It's giving girl boss and I love it. Et enfin, encore une fois, au Togo, en 1900, et là, faut pas que je me trompe dans les dates, mais en 1973, les Nana Benz contribueront à hauteur de 13,4% au PIB de leur pays et en 1979 à hauteur de 39,6%. C'est énorme. C'est-à-dire que un tiers du PIB de leur pays, plus d'un tiers du PIB de leur pays était généré grâce à la vente de pagne. En 1963, le magazine Ebony dédiera même plusieurs pages même, je pense, un article à l'une des plus grandes Nana Benz, Eunice Adabounou. En Côte d'Ivoire également, le pagne devient un puissant moyen d'émancipation pour les femmes. Il leur permet non seulement de générer de la richesse, mais aussi de pouvoir s'exprimer à travers leur style et de pouvoir dire tout haut et fort ce qu'elles n'osent pas forcément dire avec des mots. Un pagne porté indique alors une situation sociale, maritale et financière. Des pagnes comme œil de ma rivale, mon mari est capable, femme capable. Les noms me font rire. Les enfants valent plus que l'argent. Je vaux plus que l'or et l'argent. Ma rivale a chaud. Voit le jour. Mais il y a aussi des pagnes avec des noms plus sérieux et qui indiquent la situation socio-politique du pays qui voient aussi le jour. Dans ce sens, on a des pagnes comme les ongles de Marie-Thérèse qui ce pagne-là apparaît. Et en fait, ce pagne est apparu lorsque il y avait un bruit de couloir qui disait que le président Houphouët avait une maîtresse et que sa femme, Marie-Thérèse, avait promis de défigurer cette maîtresse avec ses ongles lorsqu'elle la rencontrerait. Il y a aussi le pagne goudron de Yamoussoukro qui est apparu quand la voie, qui était nommé ainsi parce qu'il est sorti quand la voie Abidjan-Yamoussoukro a été goudronnée. Il y a même le pagne d'évaluation qui est sorti l'année de la dévaluation du franc CFA en 1994. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à regarder. C'est la capsule numéro 18 et il y a même le ballet de Guéhi qui est sorti en 1999 et qui fait référence au renversement du président Bédié par le général Guéhi Robert en 1999. Une chose est sûre, nos arrière-grand-mères et mémés avaient beaucoup d'humour.
Ce que je trouve très beau avec le fait d'attribuer des noms au pagne, c'est que ça permettait d'archiver de manière judicieuse et originale l'histoire du pays, comme le pagne qui s'appelle le ballet de Guéhi par exemple. Et aussi ça permettait de raconter la condition d'une femme juste avec un simple morceau de pagne. Je pense que c'est d'ailleurs comme ça que le pagne est rentré dans les us, le pagne pardon wax est rentré dans les us et coutumes des femmes africaines. À tel point qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, on demande des pagnes wax lors de la dot. En Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est le cas. Et aujourd'hui encore, ce qui est très drôle, c'est que on estime le patrimoine d'une femme avec le nombre de pagnes wax, bisco, maison, mère, je précise, qu'elle possède. Et pour avoir observé les femmes de ma famille et même avoir regardé certains reportages, ces pagnes ne sont pas forcément portés, ils sont conservés dans des malles. Donc je vais payer encore pour aller remettre dans le mal. Admirés quelquefois et transmis de génération de mère en fille. En 2014, d'après un article du Monde, Visco a produit 70 millions de yards de tissu, ce qui représente environ 64 millions de mètres de tissu, pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, quand on sait que 1 euro fait à peu près 650 francs CFA. Je vous laisse faire les calculs, les amis. Vous me direz que ces chiffres sont vieux et vous avez bien raison. D'ailleurs, depuis quelques années, l'industrie du wax se porte moins bien depuis que la contrefaçon a débarqué sur le marché. Et cette contrefaçon, c'est généralement du tissu, juste de l'impression sur tissu en fait. On est vraiment bien loin du savoir-faire indonésien. En 2024, à présent, donc juste il y a 2 ans, Uniwax, filiale du groupe Visco et leader sur le marché du pagne en Afrique, a annoncé un plan d'investissement visant à augmenter sa production de 70% sur les prochaines 5 années à venir. En 2018, la Chine a produit 90% de la production mondiale de wax et c'est du wax plutôt bon marché. Durant de nombreuses années, j'écoutais le wax après avoir découvert qu'il était originaire d'Indonésie et qu'il avait permis aux Européens de s'enrichir. Puis j'ai découvert l'histoire que je viens de vous raconter et je dois avouer que mon regard a totalement changé sur le wax parce que j'ai pu aller plus en profondeur cette fois-ci. Et non seulement ça, mais j'ai réalisé que le wax avait été un puissant levier d'émancipation pour les femmes africaines, non seulement parce qu'elles ont pu gagner de l'argent grâce à ça, mais elles ont pu également scolariser leurs enfants, acheter des maisons, vraiment se réaliser en tant que femme et mieux encore même pouvoir s'exprimer, avoir les deux. Donc vraiment mon regard a changé sur le wax. Je trouve néanmoins dommage qu'il fasse encore trop d'ombre aux vrais pagnes locaux, que ce soit le kita, le raffia, le pagne yakuba. Voilà, je trouve encore dommage qu'il leur fasse encore un peu trop d'ombre, mais bon, ça c'est mon avis. Aujourd'hui, je pense que j'ai encore du mal à dire que le wax est africain, mais une chose est sûre pour moi, c'est qu'il fait partie de notre héritage et de notre culture. Pour moi, c'est un peu comme la banane plantain qui initialement est originaire d'Amérique latine et a été importée en Côte d'Ivoire et même en Afrique lors de la colonisation et qui a permis aux Ivoiriens, par exemple, d'inventer des délicieux plats comme la loco, le foufou ou encore le foutou. Mais bon, je digresse, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Et vous, que pensez-vous du wax? Que pensez-vous de l'histoire que je viens de vous raconter? Dites-moi tout en commentaire. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de la capsule et comme à mon habitude, j'ai été ravie de vous présenter cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de découvrir le contenu que je vous propose. Je suis vraiment contente d'être revenue ici, d'être revenue sur ma petite chaîne YouTube. Et nous sommes à présent 2400 abonnés. Merci à vous de vous être abonnés. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Comme d'habitude, vous pouvez retrouver en description les sources que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo. Et
le lien pour commander mon livre Aquaba chez toi. Donc voilà, Aquaba chez toi, qui est une comédie romantique qui explore l'impact des blessures de l'enfance sur les relations amoureuses et qui se passe à Abidjan. C'est la raison pour laquelle j'avais disparu un peu depuis quelques temps, parce que je me concentrais sur la promotion d'Aquaba. Mais bon, je suis de retour sur Candy. Voilà. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Pensez à suivre le compte sur Candy, sur mes différents réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux de Candy. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule. Bye.